Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bienvenue les sorceteurs dans ce 3e épisode de Toss a Coin to Your Writer. Aujourd'hui, nous accueillons Amélie Cestier, c'est une autrice hybride de romances en tout genre, depuis presque 10 ans. Et elle a déjà écrit ou coécrit une 50aine de romans du haut de ses 23 ans. Ouais, elle m'a fait me sentir un petit peu vieille. Amélie est un véritable soleil, j'ai adoré commencer ma semaine en l'interviewant et j'espère que notre entrevue vous plaira. Vous verrez, je suis très contente de vous appeler les sorceteurs, donc les sorciers auteurs, parce qu'on a parlé notamment d'une série et de son nouveau roman, Salvation, qui a un petit lien avec les chasseurs de monstres et le monde magique. Bonne écoute. Alors bonjour Amélie, merci beaucoup d'être parmi nous. Comment vas-tu ? Très bien, merci à toi Maëva de m'accueillir. Je suis très très contente d'être sur ton podcast. Je trouve l'idée géniale et c'était normal que je dise oui. Bah, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors moi, mon prénom c'est Amélie Cestier. Je suis autrice de romances depuis plus de 8 ans maintenant. Je me suis pris un petit coup dur en disant ça. Et je suis une grande lectrice, cinéma, fan de cinéma, de lecture. Je peux mettre plein de définitions et voilà. Donc je suis auteure principalement. D'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, si je me souviens bien, tu m'arrêtes si j'ai tout faux, mais il me semble que tu avais dit dans le podcast Devenir écrivain que tu avais commencé direct après le bac et que du coup tu as commencé direct en auto-édition, c'était un peu ton défi, voir si tu réussissais ou pas. Et du coup, ça fait 8 ans. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça t'est venu ? Alors en fait, j'ai commencé l'écriture, j'étais très jeune, j'avais 13 ans et j'étais dans le milieu de la fanfiction d'abord. Donc Mhm. pendant 2 ans, c'était beaucoup très une fanfiction, tout ça. Et un jour, avec ma co-auteure Marie Matthews, on s'est lancé, on s'est dit, ben, quoi, vu qu'on écrit plein de fanfiction, on sait commencer une histoire, on sait mettre des péripéties, on sait la finir, pourquoi pas écrire son propre univers. Donc du coup, on s'est lancé là-dedans. Et notre premier roman s'est sorti, ça s'appelait Vampire et Rockstar, c'était une trilogie mêlant paranormal et musique, vu qu'on est très fan de vampires et de rock. Et donc du coup, j'avais à peu près 16 ans quand c'est Waouh. sorti. Et en fait, quand je suis rentrée au lycée, ça a été horrible pour moi parce que je me suis dit waouh, dans quoi je débarque. Enfin, mon rythme était complètement chamboulé et en fait, j'étais très malheureuse parce que je voulais vivre de l'écriture, mais à 16 ans, ben, il faut faire des études et il faut avoir son bac et tout. Et en fait, là où j'étais au lycée, ça se passait pas très bien et tout ça. Donc j'ai décidé de me. En fait, avec mes parents, on m'a inscrit au CNED. Donc j'ai Mhm. passé mon bac à domicile. Et ça a été D'accord. le meilleur choix de ma vie parce que ça m'a permis de bosser pour avoir mon bac et travailler pour moi-même. Donc en fait, j'ai pu écrire. C'est vrai que ça m'a permis de beaucoup écrire et d'être heureuse tout simplement de vivre de ma passion et ben, en fait de conclure le deal avec mes parents d'avoir son bac. Donc j'ai fini par avoir mon bac. Bon, j'ai pas eu des super notes, mais j'ai eu mon bac, hein. Le bac c'est 10. Hein. C'est le principal. Exactement, c'est ce que je me dis toujours. Et en fait, au départ, je voulais faire des études en histoire et en sciences politiques, parce que j'ai toujours aimé l'histoire et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée sur les bancs de la fac, je me suis dit, oula, ça me convient toujours pas. Mhm. Et à 18 ans, je me suis vraiment confirmée en me disant, tu veux vivre de l'écriture, tu travailles depuis des années là-dedans, c'est ce qui te rend heureuse, pas être sur un banc derrière un ordi à taper des trucs qui... Ça me plaisait, mais c'était pas ce que j'aimais faire. Donc du coup, à 18 ans, après une semaine de fac, je me suis dit, allez, banco au fond, c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise, pour vivre totalement de l'édition.
c'est fou de te dire... Enfin, je suis super admirative, parce que beaucoup de gens veulent forcément vivre de leur écriture, etc. Mais d'habitude, on a plutôt les profils... bah, j'hésite, j'ai pas trop envie de quitter mon boulot, j'ai un peu peur de pas retomber sur mes pattes. Donc si on parle d'auto-édition, bien évidemment, parce que l'édition traditionnelle, c'est encore différent. Oh oui. Mais toi, direct, tu t'es dit, bon, une semaine de fac, c'est pas pour moi, allez, j'y vais, c'est parti. Je trouve ça, mais... Alors, je vais essayer de trouver un autre adjectif que couillu, mais quand même, tu vois le... Enfin, je sais pas, ta détermination, je suis super admirative. J'aime beaucoup. C'est Surtout à gentil. 18 ans, en fait. De te Bon, dire, à 18 ans, je saute... Enfin, ouais, je saute le pas, quoi. je te rassure, j'étais totalement flippée, mais j'ai eu de la chance d'être vachement entourée. Je veux dire, mes parents, ils ont toujours été très très proches, que ce soit de ma soeur ou de moi. Ils nous ont toujours suivis, et pour eux, je vais donner un exemple, ma mère a fait 3 fois première année de médecine. Elle s'était D'accord. plantée 3 fois, ses parents lui ont dit au bout de la deuxième année, tu veux en faire une troisième? Elle a dit oui, comme ça, pas de regret. Ok, elle Mm. l'a raté, mais elle l'a fait. On est vraiment dans la famille tente. Au pire, on est là, tu seras jamais tout seul. Donc au pire, si je m'étais cassé entre guillemets la gueule, eh ben, je serais retournée faire autre chose. Enfin, j'avais toujours dit que je finirais Mm. infirmière, comme mes parents. Bon, bah finalement, je suis D'accord. auteur. Mais Effectivement, c'est pas tout à fait le même métier, mais bon, c'est ça aurait ça, pu te servir pour certains manuscrits. Mais d'accord, bah exactement. écoute, en tout cas, c'est super cool. Et donc, tu as commencé avec Vampire et Rockstar quand tu étais encore au lycée, c'est ça? Et après, C'est quand ça. tu as monté ton entreprise, comment tu as continué en fait? Quel roman tu as sorti? Est-ce que c'était avec Marie Matthews également? Alors, en fait, quand Vampire Rockstar est né, on a commencé en coécriture, mais très vite, on a commencé à écrire nos projets aussi toute seule à côté. Tout en bossant ensemble, hein, parce que c'est pas parce qu'on écrit séparément avec Marie qu'on travaille pas ensemble. Je veux dire, c'est ma bêta, on discute de tous nos projets, tout ça. Et en fait, on a commencé déjà à écrire, pendant que j'étais au lycée, d'autres titres. Et en fait, quand l'entreprise s'est concrétisée, en fait, c'était une continuité pour moi, vu que j'étais rodée depuis déjà 2 ans, en fait, enfin 2-3 ans, sur le processus d'écriture, de publication. En fait, vraiment passer en entreprise, ça a permis de me professionnaliser. Parce que vu que je Mhm. voulais que ça marche, je me suis vraiment donné de la peine pour pas m'arrêter. Parce que moi, c'était vraiment ma terreur de reprendre mes études. Ok, donc en fait, t'avais pas le choix, c'est non, ça va marcher, point, parce que j'ai pas envie C'est de ça, retourner à la fac, donc je vais vendre des livres, je vais en écrire beaucoup. c'est ça. Puis après, je pense que dans notre, euh, dans notre situation avec Marie, on a eu de la chance qu'un bouquin sorte et que ça fasse la différence. Je veux dire, quand on a commencé à sortir Slave, j'essaie de me rappeler un peu ce qui est sorti d'MSVN et tout ça, je veux dire, ça a cartonné tout de suite. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait... À l'époque, oh, je me sens vieille quand je dis ça. Il n'y avait pas beaucoup, en fait, d'auto-édité. On était encore très Mm, très peu. Donc, en fait, c'était plus simple, entre guillemets, de se démarquer. Quand on est que 10, bah, c'est plus simple que quand on est 1000. totalement. Oui, parce que effectivement, bon, désolé, je vais te donner un coup de vieux du coup, mais c'était il y a une dizaine d'années. Désolée. Il n'y Mais a pas donc de du coup, souci. oui, j'imagine qu'effectivement, surtout que vous aviez déjà une vision très professionnelle, c'était bah, pratique et plus facile de se faire un petit bout de chemin, enfin de faire son petit bout de chemin, on va dire, et de se faire une place notamment peut-être sur Amazon. Je sais pas si vous étiez passé directement sur Amazon ou par rapport à une boutique, etc. C'était par Euh, Amazon, ouais. Mais ça venait de ok, démarrer, hein. Je me rappelle, il n'y avait pas ouais. encore l'impression à la demande. Ah oui, et du coup, comment ça s'est passé? Ah, c'était... Au début, on passait via une plateforme qui s'appelait lulu.com. Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Voilà, donc D'accord, donc. les livres étaient très chers, c'était pas de très bonne qualité, tout ça. Et en fait, quand ils ont commencé à ouvrir CreateSpace, en fait, qui était en lien avec Kindle, c'est là où on a commencé à mettre nos livres qui ont été accessibles en version papier plus facilement. Puis après, quand D'accord. KDP a fusionné, ça a été la révolution. Parce qu'en fait, de base, du coup, vous passiez par lulu.com, vous aviez vos stocks, vous, que vous imprimiez en avance, et C'est vous ça. envoyez par Amazon. Oh là là, mon dieu, j'ose pas imaginer la logistique, en Ah, fait. alors en fait, on avait fait plus simple, entre guillemets. Ouais. Lulu avait comment dire, un espèce de bouton qui nous permettait de... En fait, ils vendaient en notre nom sur Amazon. Mais en fait, je crois que Mhm. sur un livre qui coûtait 25 balles, on devait toucher 1 euro, même pas, quoi. Ouais, puisqu'ils devaient prendre une marge de fou, C'est ça. Donc, forcément. c'est vrai que Mhm. quand moins il y a de distributeurs, de prestataires, plus... Mhm. et déjà, c'était plus pratique, hein, parce que je crois que les bouquins, ils mettaient des plombes à arriver. Enfin, c'était l'enfer. Ouais, et puis c'est surtout que 20-25 euros, tout dépend de la taille du roman. Les gens réfléchissent de plus en plus, bon, peut-être, je sais pas trop, mais quand on est lecteur et qu'on lit beaucoup, tu dis bon, faut pas se rater avec 20-25 euros. Alors que quand t'es autour d'une quinzaine, tu fais bon.
si j'aime pas trop, je peux tenter un autre. Les gens sont peut-être un peu plus timides aussi de tenter le coup. De Je suis dire, entièrement d'accord. c'est un budget quand même par mois. Bon, Oh on oui, on s'échappe un petit peu déjà, mais on va y arriver. On va il n'y a pas de retourner un souci. tout petit peu côté lecture et après on reviendra côté un petit peu écriture et côté conseil. Mais bon voilà, avant d'être auteur, on est surtout lecteur. Enfin moi en tout cas je le vois comme ça et je pense que tu vas me donner raison. Oh oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ta relation avec la lecture justement? Alors, je dirais que c'est la même relation passionnée avec le fromage et le chocolat. Intense et dévorante. En fait, c'est mon hobby préféré. Je pense que si vraiment j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît pour me détendre, tout de suite, je vais aller vers un bouquin. Parce que lire, ça a été... Enfin, je veux dire, j'imagine pas ma vie sans lecture. Quand j'ai commencé à lire, ben, on apprend à lire au CP. Très vite, moi, j'ai lu Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter. Et ça a été Mhm. la révolution de ma vie, quoi. J'ai découvert qu'avec un bouquin, on ne s'ennuyait jamais. Donc, adulte, une fois, c'était une continuité, en fait. Plus j'ai grandi, plus j'ai lu, plus j'ai été autorisée à lire des choses, même si là-dessus, mes parents ont toujours été très cool. J'ai pu Mhm. lire tout ce que je voulais à n'importe quel âge. Vu qu'on Ça parlait c'est de cool. tout ça. Ah oui, oui. Bon, c'est comme ça qu'on se retrouve à lire 51 degrés à 13 ans, hein. Mais Ah d'accord, bon, peut-être un petit peu tôt, mais sur le principe c'est bien, c'est mais... ça. Mais, mais très tôt, j'ai lu plein de biographies. Enfin, je veux dire, c'était génial. Ma sortie du moment, c'était aller à l'espace culturel, quoi. Hmm. Et du coup, en grandissant, bon, tu verrais mes bibliothèques aujourd'hui, ça fait peur, tellement il y en a. Mais ouais, c'est vraiment mon hobby préféré, je veux dire. Et j'essaie, même si j'ai beaucoup de boulot, tout ça, de lire au moins 1 heure tous les jours. D'accord, c'est bien. C'est plutôt le matin, plutôt le soir, t'as une routine. Bon, écriture c'est une Euh, chose, mais de lecture. la nuit, je lis la nuit en fait. La nuit, ouais. Ok. Généralement, Et mon donc, créneau, c'est minuit et 1 heure du matin. d'accord, ok. Donc juste avant le dodo, au moins après tu peux faire de beaux rêves. Exactement. Tu disais que tu avais commencé donc l'écriture vers 13 ans. Donc pour moi, ça veut dire que tu as commencé la lecture bien avant encore. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un roman bon, bah forcément Harry Potter, mais peut-être un roman qui t'a encore plus donné l'envie de lire ou l'envie d'écrire, justement, de faire ce petit changement. Alors oui, alors, c'est vrai que le premier livre enfin, qui m'a donné le goût de la lecture, c'est Harry Potter, et je vois que ça a marché pour énormément de gens. Mes petites Mm. sœurs, elles ont commencé à aimer la lecture après Harry Potter. Je pense que c'est vraiment c'est The Saga pour donner envie de lire. Et Total. en tant qu'auteur, c'est La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward qui nous a donné D'accord. envie de se basculer dans l'écriture, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, quand j'ai découvert La confrérie de la Dague Noire, donc j'avais ça à peu près 13 ans, c'est tôt aussi, mais bon, voilà, moi ça me plaisait. En fait, j'ai dévoré, je crois, 7 tomes, et quand je suis arrivée au 7e, j'ai dit, mais elle est où la suite? Et en me renseignant sur internet, j'ai découvert le milieu de la fanfiction de cette série. Et c'est comme ça que Mhm. j'ai connu ma co-auteure, c'est comme ça que j'ai eu mon pseudo trop bizarre, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la fanfiction, parce qu'en fait, il se passait un truc dans l'histoire de la confrérie de la Dague Noire qui nous plaisait pas et qui manquait, donc du coup, on s'est challengé, on a écrit une fanfiction, quoi. D'accord. Et c'était comme une suite ou c'était parce qu'il n'y avait pas encore le huitième tome ou C'était quelque comme une chose un peu. suite. Alors, ce qui est marrant, D'accord. c'est que donc, avec 7 tomes de sortie, on a écrit une Mhm. suite. Et cette suite, bon, elle n'avait pas sorti comme ça, mais en fait, il y avait un couple qui avait pas de bébé, un truc comme ça. Et Mhm. au 17e, enfin, dans les tomes où elle en est maintenant dans l'auteur, bah, le couple finit par avoir un bébé et tout ça. Enfin, Du coup, bon, c'était notre idée en fait. mais c'est vrai que c'est sympa. Quand on découvre ça, on se dit. En tout cas, l'univers de la confrérie de la Dague, c'est un peu comme le fandom de Harry Potter. C'est Mhm. énorme les nombres de fanfictions qu'il y a. C'est énorme. Ah, alors, je t'avoue que je connais de noms, mais je suis pas sûre. Est-ce que la confrérie de la Dague Noire, c'est de la bitlit, c'est ça? C'est de la bitlit, ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas ce genre, ou peut-être si tu peux raconter un petit peu ce qu'est la confrérie de la Dague Noire? Oui, bien sûr. Alors, la bitlit, c'est comme un peu la romance paranormale, sauf que j'ai un peu de mal à définir, mais en gros, on est dans un monde paranormal, que ce soit vampire, loup-garou, fae, tout ça, et en fait, on suit, il y a bah, une héroïne ou un héros, ou un groupe de personnes qui évoluent avec une intrigue, et on est plongé dans l'univers. Souvent, il y Mhm. a comme une sorte de. Ah, j'allais dire de quête un peu. Ouais, de quête. Et c'est méga addictif. Et douloureux pour le Mhm. portefeuille. Oui, parce que c'est un peu plus adulte finalement. Enfin, normalement.
C'est Tout à fait. plus, c'est assez cru de ce que je me souviens. Donc Ouais. c'est un petit peu, bon, je vais pas dire le Harry Potter pour les adultes parce que j'aime pas dire qu'Harry Potter est pour les enfants, pas du tout. Mais par rapport, voilà, aux scènes de sexe ou par rapport au sang, etc. Les scènes de combat, c'est un peu plus développé que la littérature jeunesse Tout de à base. fait, c'est tout à fait Mm. ça. Euh, pour continuer un petit peu sur la lecture, est-ce qu'il y a un roman qui t'a marqué dans le sens, peut-être le roman que tu trouves le plus drôle dans ta bibliothèque ou au contraire celui qui t'a fait le plus pleurer? Des petits conseils de lecture. Alors, j'en ai cité quelques. Mhm. J'ai regardé dans une bibliothèque hier en préparant les questions. Alors, celui que j'ai le plus drôle, je dirais que c'est un livre de T.J. Klune, L'ours, la loutre et le moustique. C'est un D'accord. auteur de romance MM, donc romance gay. Mhm. Il est trop drôle. Ce mec, il est complètement barré. Enfin, cet auteur est un génie. Quand on lit un de ses bouquins, c'est vraiment le bouquin où on se dit on va passer un bon moment, on va pas pleurer, et c'est drôle. Et en même temps, je veux dire, il fait passer de très beaux messages et tout ça. Je trouve que je le trouve génial. Après, en Mhm. livre qui fait pleurer, personnellement, enfin, en tout cas, c'est mes goûts de lectrice. Moi, mes livres préférés, c'est des livres qui font pleurer. C'est le genre de D'accord. livre où on finit à 3h du mat en sanglots, à vouloir manger de la haggadas, en PLS en disant pourquoi j'ai fait ça. Donc ouais, quasiment mes livres préférés, c'est que des histoires qui soit se finissent mal, soit sont tragiques ou font pleurer. Dernièrement, par exemple, j'ai lu Le Chant d'Achille Je veux le de... lire. Tout le monde pleure. J'ai vu Ah plein de mais stories Insta et tout le monde pleure, donc il faut que je le lise. il faut absolument que tu le lises parce que moi quand je l'ai lu, il était 3h du matin, je l'ai terminé, j'étais en sanglots mais j'avais Oh rarement mon autant dieu. pleuré quoi. C'était déchirant mais d'une beauté spectaculaire. Franchement, je le conseille. Hmm. Après, je Bon, pourrais te citer Nos étoiles contraires, Avant oui. toi, Mille baisers pour un Mhm. garçon. Oui, bah, ceux qui ont été un petit peu soit adaptés ou qui ont fait pas mal parler d'eux, mais c'est vrai que le chant d'Achille dernièrement, j'en ai entendu que du bien. Et puis bon, bah voilà, pour les fans de la mythologie ou en tout cas les anciennes civilisations, c'est pas mal du tout. Je note. Je sais qu'il faut qu'il remonte un petit peu sur ma pile à lire. Avant de continuer le côté écriture, il y a un petit jeu. Comme je sais que tu as écouté les anciens numéros, tu sais que c'est un truc que j'appelle l'interview Inception, donc une interview dans l'interview. Et le record de questions, le dernier numéro, c'était 16. Donc, Waouh. est-ce que tu es prête à relever le défi à faire 17? Ready. Ok, alors attends. Alors, ta maison à Poudlard, Gryffondor, ton âge, 23 ans. ta dernière recherche Google pour un roman, Euh, je crois que c'était sur les troubles mentaux. le plat que tu cuisines le mieux, Les pâtes carbo. ton signe astro, Taureau. la première chose que tu fais le matin, Regardez mon téléphone. ta couleur préférée, Noir. ce que tu vas manger à midi, De la bouillabaisse. ton métier de rêve quand tu étais enfant, Journaliste sportive. ton talent caché, Le chant. l'auteur Enfin, que tu aimerais rencontrer mort ou vivant, j'ai Caroling. un pays ou une ville préférée, Belfast. thé ou café, T. tatouage préféré si tu en as, Celui avec mes sœurs. ton animal totem, Le chien. plutôt bad boy ou gentil garçon. Gentil garçon. Ok, t'es à 16 piles, donc tu es ex aequo. T'as pas battu, mais tu es à 16, donc félicitations. J'ai bugué sur la dernière recherche parce que, en tant qu'auteur, Oui, on fait tellement de recherches. c'est ça, c'est en mode. Alors attends, laquelle dire pour ne pas passer pour une psychopathe? C'est exactement ça. Surtout que cette recherche des troubles mentaux, ça s'est terminé où j'ai trouvé une liste avec une centaine de troubles mentaux et en rigolant, j'ai dit à mes amis, venez, on la parcourt et on note tous nos troubles mentaux, enfin, tous nos petits tocs et tout. Oui, donc du Donc, coup, ça part en analyse psy après. Ah, j'ai ça? Ah bon, bah ça explique pas mal de choses en fait. Très bien. c'est ça. J'ai une copine qui en a 17. Ah oui, quand même. D'accord, bon bah. C'est bien. Sachant qu'en fait, ça regroupe quand même. J'ai été étonnée parce qu'en fait, on pense que les troubles mentaux, c'est souvent des. Bon, il y a la schizophrénie, Mhm. la bipolarité, tout ça, mais en fait, par exemple, l'agoraphobie, tout ça, c'est classé dans les troubles mentaux. Donc, D'accord. je savais pas Ok. du tout et j'ai découvert. Ouais, donc en fait, ce qu'on pense être que des phobies, entre guillemets, peuvent se retrouver. Ok.
Bon, ça va. Par contre, je vais m'arrêter sur un truc. Ton âge, t'as dit Oui. t'as dit que tu t'es pris un coup de vieux, mais t'es plus jeune que moi, en fait. T'as dit ça comme si t'avais... Bon, désolé pour les gens qui nous écoutent, hein, c'est pas du tout vieux, mais t'as dit ça comme si t'avais 40 ans, alors qu'en fait, pas du tout. Et oui, non, c'est vrai. Il faut arrêter de dire ça, hein, parce que moi, du coup, je prends un coup de vieux. Ah, désolée. Bon, je suis pas beaucoup plus âgée que toi, j'ai 25 ans, hein, mais Ah, du coup, c'est moi qui ai bugué quand t'as dit ça, j'ai fait pardon. ouais, mais je... Bon, après, En t'as fait, je me suis... commencé à écrire jeune, etc., donc voilà. C'est ça. C'est ça, mais ouais. 10 ans, ça fait long, je trouve, en fait. Non, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en fait, j'ai commencé comme toi vers 13 ans aussi. Pas professionnellement, mais... donc, ok, très bien. Bon, ça va. Alors, des teams, des petits jeunes. On va fonder un groupe. Exactement, c'est ça. Alors, du coup, bon, bah, félicitations encore une fois pour le presque record battu, mais tu as Presque. sauvé ton honneur. C'est Tu es à ça. la limite, donc c'est bon. Maintenant, on va revenir un petit peu côté écriture. Et justement, tu parlais de ton pseudo tout à l'heure par rapport à la fanfiction. Et c'est vrai que tu as commencé du coup même en auto-édition avec Amélie, donc avec un H, un E, un L, deux I et E. Et maintenant, tu écris Très sous le nom de pratique. Amélie C. Astier. Donc comment tu as fait ce changement et pourquoi surtout? Alors, en fait, ce changement, il est d'abord... Enfin, il y a eu 2 étapes. La première, c'est quand on a signé en maison d'édition. Il faut, quand on signe en maison d'édition, idéalement, un prénom et un nom de famille pour simplifier les classements, tout ça. Donc du coup, il a fallu changer ou en trouver un nouveau. Et nous, avec Marie, on voulait... Ben déjà, au début, on n'était pas très très chaude pour changer, mais après, on a compris pourquoi. Donc on s'est dit, on va en prendre un qui nous ressemble. Et en fait, ça, moi, j'ai choisi le mien, donc sachant que c'est pas vraiment un pseudo, vu que c'est mon vrai nom. D'accord. Donc je me suis dit, je veux qu'un pseudo, et si j'en veux un deuxième, ça sera à peu près mon vrai nom. Et Marie a pris un autre pseudonyme. En fait, c'était la continuité de son profil Facebook. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. D'accord. Et alors, on va revenir dans quelques instants sur ta routine à quatre mains, parce que tu parles beaucoup de ton binôme, donc on va revenir sur ça. Mais d'abord, quand tu écris tes romans, on va dire, bah, solo, est-ce que tu as une routine d'écriture particulière? Parce que j'ai vu en story cette semaine que tu avais fait plein de petits post-it ou plein de petits papiers pour ta trame. Donc, est-ce que tu as des petites astuces comme ça ou des choses que tu fais à chaque fois? Alors, je suis quelqu'un de très très organisé au niveau du travail. Je pourrais presque dire des fois c'est contrôle free, tellement c'est... faut que ce soit au carré. Mais quand je commence chaque roman, en fait, j'ai le même processus. C'est-à-dire que, en fait, ça peut commencer à n'importe quel moment. Je vais avoir une idée, je le note. Et je fais comme un espèce de petit cahier où j'ai toutes mes idées ou des post-it sur le téléphone. Enfin, quand je commence un nouveau roman, là par exemple, j'écris la trame de Visos of Silence 2. J'ai Mhm. épluché tous mes cahiers, tous mes post-it virtuels pour retrouver les idées que j'avais eues. Et après, en fait, pour construire ma trame, j'écris chaque idée à un post-it, en fait. Donc, si par exemple, bidule et machin doivent aller à un rencard, j'écris bidule et machin ou un rencard. Ça fait une scène. Et en fait, tant que j'ai des idées, je les note sur un post-it, enfin sur une espèce de carte. C'est pour ça que j'ai un gros, souvent j'ai des gros paquets. Et après, je les Mhm. classe dans l'ordre pour essayer de faire une trame. Donc, c'est-à-dire que quand je fais ça, on dirait un chemin et ça me permet en fait de vachement mieux visualiser le déroulé de l'histoire, les péripéties, dire ça c'est le début, le milieu, la fin. Et en fait, je gagne énormément de temps parce qu'avant, je tapais tous les détails de mes chapitres sur Word. Enfin, j'y voyais pas clair, c'était très compliqué, j'y revenais très souvent. Tandis que là, en fait, je prends une bonne journée pour tout examiner et généralement, quand je fais la trame, je n'y reviens plus après. Donc, ouais, D'accord, ok. ça c'est la vie, je trouve. Il y a beaucoup d'autrices qui le font et je pense que c'est une méthode la méthode carte et post-it qui fonctionne énormément. Et du coup, est-ce que tu as, par exemple, une carte, tu disais que c'était une scène, mais est-ce qu'une scène pour toi c'est un chapitre ou pas forcément? Pas forcément, ça peut être, par exemple, attends, j'ai mes cartes encore sous Ouais. les yeux. Sans spoiler, je vais te montrer. Là, par exemple, j'en ai une qui dit machin et bidule parle du protocole d'aide. Mhm. Virer à deux. En fait, des fois, c'est une idée qui va amener à développer, qui va être amenée à être développée. D'accord. Parce que sinon, ça voudrait dire que je fais 50 chapitres. Oui, effectivement. Bon, ça dépend pour des romans. Si les chapitres sont courts, ça va, mais ça peut être vite compliqué aussi. Après, ça fait des gros mastodontes.
c'est ça. Ok. Et par rapport au reste, on va dire l'ambiance entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui vont mettre des bougies, de la musique, ou au contraire le silence. Comment tu te prépares pour une séance d'écriture? Alors, moi, j'écris quasiment tout le temps en musique. Ok. J'ai beaucoup de mal à travailler dans le silence parce qu'en fait, le silence n'est pas vraiment le silence. Hmm. Quand on vit en communauté ou même quand. Parce que j'arrive à bosser un peu n'importe où, mais souvent il y a il y a le bruit de la machine à laver, du coup de téléphone. Enfin, je trouve que la musique ça permet de nous plonger dans l'ambiance et de nous couper du reste du monde. Hmm. Donc ouais, musique à tout prix. Ou sinon je travaille la nuit comme ça tout le monde dort. Ouais, c'est pratique. Bon, c'est pas top pour ta routine de sommeil, on va dire. Exactement, je suis Mais totalement déréglée, mais. parce que je connais ce problème, mais en tout cas, c'est vrai que en plus, tu peux écrire d'une traite, il y a personne qui te dérange, donc c'est très pratique. Mais le lendemain matin, t'es en mode ah, ça fait mal. Exactement. Bon, généralement, quand même, il faut prendre un rythme qui nous convienne. Parce qu'un été, moi, j'avais bossé vraiment comme un vampire. Et en Hmm. fait, ça avait été horrible à récupérer derrière. Donc, je ne conseille pas. La limite, c'est 2 heures du mat. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Tout dépend ce que tu vas Oh faire oui, le lendemain. Parce que bon bah voilà, comme tu es majoritairement en auto-édition, t'as plein d'autres choses à faire que écrire. Donc j'imagine oh que oui, tes journées sont assez longues. Donc tout dépend l'heure du réveil le lendemain, ça peut être un petit peu chaud après pour faire ta compta, les relectures, ce genre de choses. c'est ça. Il y a une question que j'ai pas encore posée dans le podcast, mais je trouve que bah, tu es l'invitée parfaite pour poser cette question. C'est est-ce que pour toi, être écrivain, c'est plutôt un métier solitaire ou de partage? Parce que comme tu le dis, tu travailles souvent avec une binôme, donc tu écris à quatre mains avec Marie Matthews. En quoi ça change le processus d'écriture d'être seul ou d'être à deux? Alors, je dirais que c'est quand même un processus solitaire tout en étant dans le partage. Parce qu'en fait, quand on est seul derrière son écran, quand on doit rédiger un chapitre, mais derrière, je veux dire, quand on a des idées, on a besoin d'en parler, on a toujours des collaborateurs. Je veux dire, le processus d'écriture, il est peut-être solitaire, mais tout ce qu'il y a derrière, il est en groupe avec des amis, des collaborateurs, des collègues. Et après, une fois que le livre, de toute façon, il est partagé au restant du lectorat, ça devient plus solitaire. Je pense que dès l'instant où on se plonge dans la rédaction d'un livre, on est déjà dans l'optique du partage derrière. Donc, moi, je le vois comme les deux, en fait. Ça dépend à quelle étape on en est. C'est sûr qu'à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin, quand on est tout seul derrière son écran, c'est solitaire. Mais après, il est très partagé. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, dès que j'ai un problème, j'en parle à ma co-auteure. Je vais même embêter ma sœur ou des amis. Par exemple, mes parents qui sont infirmiers, j'adore crédibiliser tous mes trucs de meurtre, de blessures. Quand je descends et que je dis, tu crois que si je fais ça, ça se passerait comme ça? Des fois, ils me regardent du genre, heureusement que je sais que t'écris, parce que c'est flippant. Anecdotiquement, si je devais cacher un corps, comment je devrais le faire? Mais c'est ce qu'on a eu, enfin, c'est une conversation qu'on a eue avec mon père, je me rappellerai toujours, c'est un truc qui va me marquer. On était chez lui, on était en train de boire le café, on a sorti des cartes maritimes, et on s'est dit, bah, si on devait se débarrasser d'un corps en mer, on ferait comme ça. Et on a établi le plan, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc voilà, maintenant je sais comment, potentiellement, me débarrasser d'un corps sans me faire choper. Ça fait très Dexter en tout cas, mais Très. écoute, bon, si un jour les livres ça ne marche plus, tu pourras peut-être vendre tes mérites, on va dire, de mercenaire, on ne sait pas, parce que tu as plein d'idées. Je trouve qu'être auteur, c'est avoir 1000 vies un peu, parce que tu dois être, entre guillemets, spécialiste de plein de choses, donc Mais c'est totalement ça. Je trouve que souvent on dit oui, mais tu ne fais que écrire, et je pense que tous les auteurs nous rejoindront là-dessus. Comme tu dis, on vit 1000 vies, c'est comme les lecteurs, ils vivent 1000 vies à travers un bouquin. Je veux dire, tantôt on va parler je veux dire, par exemple, de scènes de crime, on va plonger dans des univers qui n'existent pas, ou parler de faits vraiment vécus, comme par exemple, actuellement je bosse sur l'histoire du mur de Berlin. Je veux dire, ça nous replonge dans des situations où on découvre énormément de choses. Je sais que à chaque fois que j'entame un roman, je vais en sortir grandi et, euh, et en fait avec plus de culture générale, découvrir des choses. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux lecteurs. En tout cas, moi en tant qu'écrivain, c'est ce qui me plaît, c'est que quand je commence un roman, j'apprends toujours un peu quelque chose. Même si le roman il n'est pas engagé, même s'il n'est pas sur un thème particulier, on en ressort grandi quoi qu'il se passe. mhm, je suis d'accord avec toi.
Euh, pour revenir du coup sur ton binôme, vous écrivez donc ensemble avec deux noms de plumes différents. Mais ça m'est arrivé de voir, il me semble que c'est Christina Loren ou Emma Green pour la France. C'est des duos d'auteurs qui écrivent sous un nom de plume, en fait, comme si c'était une seule et même personne. Pourquoi vous avez fait le choix de rester quand même séparés? Je pense que vu que ça s'est fait au moment où on devait choisir notre pseudo, je sais pas si on l'avait senti, enfin j'en sais rien, mais pour nous, ça nous semblait normal de rester. Pas, je veux dire, on était déjà un binôme, donc pourquoi le cacher ou pas, enfin, je pense que ça nous est même pas venu à l'idée de dire on va en prendre qu'un seul. Mhm. C'était, bon bah, puisque c'est comme ça, on va prendre chacun notre plume et faire comme d'habitude. Ok. Je pense que c'était déjà trop de changements pour nous, enfin en tout cas, pour moi c'était un gros changement. Je suis pas quelqu'un qui aime le changement, donc D'accord. Ok, donc c'était une chose à la fois. Ok, je change de nom, mais n'en demandez pas trop non plus, quoi. exactement, voilà, c'était ma limite. Ok, ça marche. Euh, donc j'ai pu regarder un petit peu, parce que tu as écrit énormément de romans. J'ai pas pu tous les compter, mais bon, ça dépend si on compte forcément solo ou à deux. Vous êtes à plus d'une trentaine, si je me trompe pas. Je sais pas si toi tu as le chiffre exact. Honnêtement, je crois que ma sœur, elle avait compté parce que même moi je le connais pas le chiffre. Hein, je sais pas pourquoi, je trouve pas ça. Je sais pas, pour moi c'est on enchaîne quoi. Hmm, C'est beau d'avoir une bibliothèque pleine, mais après le chiffre, vu qu'il change tout le temps et que j'ai une mémoire de poisson, c'était un peu compliqué. Mais je crois que ma soeur avait dit qu'on était à une cinquantaine, ouais. d'accord, ok, ouais. C'est beaucoup quand même, parce que bon, tu parles, ça fait 8 ans, et ok, vous écrivez à deux, donc il y a une certaine rapidité, entre guillemets, parce que je sais pas si vous écrivez un chapitre chacune, ou alors vous vous renvoyez le même chapitre, ce genre de choses. Mais en tout cas, C'est un forcément, c'est chapitre pas... chacune. D'accord, ok. Mais c'est pas forcément le même processus, mais je trouve ça énorme, même en 8 ans, de dire 50 en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'écriront pas 50 livres dans toute leur vie, en fait. Donc je pense que tu as beaucoup de marge pour faire ce métier toute ta vie. J'ose pas imaginer le nombre de romans à la fin de ta carrière, en fait. C'est C'est assez ça. hallucinant. Il faudra une pièce. C'est ça, pour tous les compter. Euh, du coup, donc, tu as écrit beaucoup de romans, mais tu écris forcément sur beaucoup de sujets différents. Donc, bon, je vais essayer de ne pas faire la liste de courses, mais il y a toujours la romance au Oui, cœur de tes romans, mais ça peut être du MC, donc pour les bikers. J'ai vu qu'il y avait le côté police, FBI, il y a l'armée, j'ai vu du journalisme, un petit peu tout ce qui est fac, le sport, fantasy aussi, parce qu'on a parlé de Beatlit, donc les vampires. Aussi, ce que je ne connaissais pas du tout, ce que j'ai vu du coup pour ta saga, alors, je crois que c'est Fucking Love et ouais. Fucking Girls, le porno arty. Donc ça, je connaissais pas du tout. Tu écris des romances hétéro, mais aussi du MM, donc homo-romance entre guillemets. Est-ce que tu as un univers chouchou ou un univers qui te plaît plus? Parce que tu as fait, vous avez exploré tellement de sujets différents. C'est super intéressant, mais est-ce qu'il y en a un qui te fait plus vibrer que d'autres? Ah, ça, c'est une dure question. Hmm, Parce que, en fait, moi, je pars du principe que le noyau dur, c'est la romance. Parce que je trouve que les histoires d'amour, ça fait tout l'univers, ça fait tout, quoi. Quand on prend toutes les histoires, que ce soit dans des films et tout ça, il y a toujours un peu de romance quelque part. Donc, en fait, d'une romance, on peut partir dans toutes les directions. Donc, en fait, nous, on est très à l'instinct, que ce soit en solo ou en duo. On va tomber sur un sujet qui nous plaît, on va l'écrire. C'est vraiment. Ouais, c'est de l'instinct. C'est du. Ah, ça c'est bien, bah, on pourrait en faire un bouquin. Après, c'est vrai que j'aime bien écrire. Je suis très très fan des romances MC et je trouve que c'est un univers très complexe, donc c'est très plaisant à écrire. Mais bon, après, je pourrais dire. Toutes les romances LGBT, c'est très dur de choisir qu'un univers bien sûr. où Mhm. on s'éclate vraiment. Je dirais que dernièrement, le bouquin où je me suis le plus éclatée, c'était Salvation. Ok, on va en parler juste après, Voilà. justement. Donc ça, c'est parfait. Mais avant de revenir sur ça, alors je voudrais parler un petit peu du monde du porno arty, parce que je connais rien du tout à ça. Et c'est vrai, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça super original, parce que dernièrement, il y a beaucoup de MC, les bikers. Bon, après, la fac, etc., c'est des sujets, on peut toujours tirer son épingle du jeu, mais on va dire que c'est des sujets un peu plus classiques. Mais j'ai trouvé ce monde-là, du coup, super original. Donc comment ça t'est venu l'idée et est-ce que ça a impacté la romance que tu as écrite? Parce que est-ce que c'est parti plutôt romance érotique ou au contraire ça n'a pas changé grand-chose par rapport aux romances que tu écris d'habitude? Alors, clairement, je veux dire, ça m'a ouvert la porte de l'érotique.
Parce que même quand dans tous nos romans, il y a du sexe, c'est plus ou moins détaillé, mais voilà, comme je dis, c'est plus ou moins détaillé. Quand on écrit du porno arty, c'est très détaillé, vu c'est la thématique. Après, le challenge, c'est d'écrire de l'érotisme, pas du porno, justement. Du truc trash et un peu... Je veux dire, c'est pour avoir des mots du lexique de médecine, c'est pas la peine, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'était un vrai challenge. Et en fait, c'est parti de l'idée... J'étais en conférence à l'étranger avec des copines fans de littérature LGBT. Et honnêtement, je me rappelle plus comment on est venu à discuter de ça. Mais en rigolant, en attendant notre avion à Berlin, on s'est dit mais je crois qu'il n'existe pas de roman qui parle de porno. Et donc en rigolant, on se dit c'est vrai, c'est dommage. Pourtant, il y aurait un sujet à explorer. Enfin, c'est un bon thème. Et je suis rentrée chez moi, et quand je suis rentrée, je dis les filles ont raison, c'est intéressant. Parce qu'il faut lever derrière le tabou. Enfin, je veux dire, on pense que le porno, c'est que du porno mainstream, ce qu'on voit... sur YouPorn, tout ça. Alors qu'en fait, non, je veux dire, il y a un côté très érotique, tout ça. Et je l'ai découvert en découvrant le porno arty, en fait. Qui peut être aussi appelé le porno engagé, le porno... comment ils disent ça, éducatif. Donc, oui, certains, quand je leur dis ça, ils me disent non, si, ça existe, le porno... Mais en fait, le porno qui déconstruit ce qu'on peut voir sur Internet. Comme par exemple Erika Lust, qui fait du porno très, très engagé, féministe, dans le respect, enfin... je trouve que ça lève le tabou sur quelque chose qui peut être considéré comme sale, alors qu'en fait pas du tout. Je veux dire, pourquoi on accepte les films d'action, les films d'horreur, et pourquoi on est si gêné de parler de films de cul, entre guillemets. Alors que, waouh, pour avoir déjà vu des films, moi j'en ai écrit, donc forcément j'en ai regardé des films arty, donc un peu engagés, tout ça, on se dit mais c'est le jour et la nuit, c'est beau, quoi. Ces gens qui réalisent ça, je trouve ça incroyable. Donc du coup, ouais, j'ai envie, moi, de mettre ma patte là-dedans et de dire regardez, le porno c'est pas que ça. Enfin, lever le tabou un peu là-dessus. Ouais, ce que tu dis, le tabou, le côté sale, le côté vulgaire, entre guillemets, ou cru, parce que quand on parle de romance érotique, bon déjà, malheureusement, la romance souffre de beaucoup d'a priori par rapport aux gens qui ne lisent pas de la romance, tout simplement. Donc c'est mal vu. Quand tu dis que t'écris, oh super, t'écris quoi, de la romance? Ah oui. Il y a beaucoup comment ça? Pourquoi? Je comprends pas, je t'aurais dit de l'imaginaire, ou en plus surtout c'est pas contradictoire, tu peux écrire de la fantasy et de la romance et avoir les deux ensemble, enfin c'est pas du tout ça, l'un n'annule pas l'autre, mais il y a beaucoup ce jugement. Donc d'autant plus quand c'est quelque chose qui n'est pas édulcoré, donc quand tu parles, même sans parler du porno arty, mais des scènes érotiques, c'est très mal vu. C'est très... il y avait un peu le... Comment dire? Quand il y a eu ce passage de 50 Shades of Grey où on parlait du mommy porn, tu sais, genre... oui. Le truc vraiment... Rien que ce nom, c'est... horrible. Alors, c'est pour la petite ménagère de 50 ans, pour qu'elle ait des frissons. Mais les gars, c'est pas... Enfin, bon, après, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des scènes, tout dépend du livre, qui sont mal écrites. Il y a des mots qui, personnellement, me révulsent un petit peu. Moi aussi, bon, j'ai ma liste. Voilà, ça pourrait être un sujet entier de podcast. Mais comment, justement, tu écris ce genre de scène? Parce qu'il y a des gens qui ont honte aussi, quand t'as tes proches qui te lisent, etc. C'est vrai que moi j'ai encore ce passage, j'avais écrit une romance qui était comédie romantique, et une de mes proches m'avait dit ah oui, il y a des scènes quand même un peu... J'étais je veux pas en parler. Pas avec toi, laisse-moi tranquille. Mais c'est totalement ça. Donc c'est quoi ton état d'esprit? Alors au début c'était un peu dur. Pour la petite histoire, mon grand-père maternel me lit depuis toujours, donc il a 89 ans et il a lu des Harlequins toute sa vie, comme quoi on peut être un homme et aimer lire des Harlequins. Je veux dire, il faut arrêter de sortir de ce stéréotype. Les filles lisent des trucs de romance, les garçons lisent de la fantasy. C'est des stéréotypes de genre qui sont franchement agaçants. L'exemple même, moi, mon grand-père adore les Harlequins. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire, c'était le premier de ma famille à me lire. Et je me rappelle toujours, quand il a fini mon premier livre, il m'a regardé, il m'a dit « Ah ouais, quand même, j'ai dû... Enfin, on a dû discuter parce que sur le coup, il était un peu choqué et surpris. Mais je lui ai dit « Tu sais, bébé, Agatha Christie, elle a pas tué des gens pour écrire ses polars et ses thrillers. Donc moi, j'ai pas fait tout ce qui s'est passé dans mon bouquin. » Et c'est vrai, il me dit « Ouais, c'est vrai, c'est logique. » Et depuis, ça passe crème. Je sais que j'ai un peu de mal à parler de scènes érotiques. Mon père, quand il m'a fait la bêta lecture sur un de mes bouquins, il m'a dit, ah là, concernant, je dis non, là, je veux dire, t'arrives à ma limite,
On n'en C'est parle bon, quoi. pas, tu passes. Mais après, je trouve qu'en grandissant, je veux dire, parce que moi aussi j'ai évolué avec mes bouquins. Mhm. J'étais peut-être gênée à 15 ans d'écrire là-dessus. À 23, je l'affirme haut et fort. Je veux dire, après je veux dire, j'ai évolué en tant que personne. Je veux dire, j'ai découvert des livres. Enfin, en tant qu'auteur, je veux dire, il y a des bouquins sur la sexualité qui ont révolutionné ma façon d'aborder ça aussi au niveau de l'écriture. Mhm. Donc, je vois ça comme un challenge. Puis, de toute façon, on le sait très bien, les scènes de sexe dans les bouquins, elles ont beau être certaines crédibles, on va édulcorer certains trucs. Enfin, il y a Bien des sûr, détails qu'on va pas donner. bien sûr. Faut que ça reste glamour, entre guillemets. Mais je Mhm. pense qu'on peut écrire de la sensualité sans pour autant partir dans le, comme j'appelle ça, le bouton magique, quoi. Dans certains Mhm. moments, le gars, il appuie sur la fille et elle se met à ah, alors que non. Y a rien de plus qui m'énerve, mais qui m'énerve. C'est des trucs, pour s'en parler du vocabulaire déjà pour décrire les parties génitales, des fois tu dis non, c'est pas possible. Ouais. Pourquoi? Une fois j'avais lu un truc, c'était du style fourreau de velours ou quelque chose comme ça, j'étais en mode mais les gars, enfin à la limite si c'était quelque chose du style, je sais pas, les trois mousquetaires ou tu sais un truc très historique ou... Oh oui. Et encore, mais là ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose qui se passait à la fac et j'ai pas Ah, compris. Et ça m'a sorti totalement du roman. Mais ah, je totalement. comprends. J'ai fermé le roman 2 secondes, tu vois, pour me recomposer, entre guillemets. J'ai fait ah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est exactement ce que tu dis, ou quand c'est la première fois, bon, peu importe si c'est la première fois de l'un ou de l'autre, ou les deux, mais tout de suite, exactement ce que tu dis, c'est le bouton magique. Tout va bien, personne n'a mal, il n'y a Ah pas de ouais. protection parce que, ou alors très vite fait en mode on en parle à peine une fois, il n'y a pas de contraception, rien du tout. Et puis bah, c'est la meilleure partie de jambes en l'air des deux. Alors que bah non, en fait. Enfin peut-être tant mieux, hein, mais non, c'est pas crédible quoi. C'est C'est pas ça. crédible C'est ça. du tout. Et ça, je pense que c'est bien les auteurs qui décident, quand on aborde l'érotique ou des trucs comme ça, bah, d'essayer de remettre un peu de crédibilité, même si on sait que toujours, bah, ça reste de la romance, donc Oui. certaines choses se passent toujours bien, mais c'est important, je veux dire, de parler de sensibiliser aussi. Mhm. Dans un des tomes de Fucking Love, j'aborde le thème du VIH. Tout ça, je veux dire, c'est Mhm. encore des sujets d'actualité Mhm. où, même si on n'est pas, je veux dire, on fait pas que des romans éducatifs, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est toujours important de. T'as pas besoin de dire, regardez, je fais passer un message pour le faire passer. On le fait comprendre très facilement en abordant certaines thématiques. Des fois, on se dit, bah, regardez, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Je veux dire, il y a toujours du racisme, il y a toujours des maladies, il y a toujours de l'homophobie, et c'est bien d'en parler aussi. Mhm. Et à travers les scènes de sexe, bah, on peut parler de toutes les thématiques. Totalement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, j'aimerais dire quelque chose, mais je sais, peut-être tu vas me contredire, parce que je voulais te demander comment tu t'étais, entre guillemets, spécialisée dans la romance MM. Peut-être pas forcément parce que tu écris d'autres types de romances, mais c'est vrai que c'est quand même une ligne éditoriale que j'ai vue se, petit à petit se former dans, bah, Mm. tout simplement dans tes romans. Donc comment ça t'est venu et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour les non-initiés qu'est-ce que c'est, ce genre de romance? Alors, donc, la romance MM, on peut dire aussi la romance LGBT, enfin, Mhm. le gay, tout ça, c'est tous les synonymes. En fait, c'est un acronyme de mâle-mâle, masculin-masculin, c'est pour en fait dire que c'est une romance entre deux hommes. Et en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, sur le coup, je me suis dit, bah non, j'écris toujours autant de MM que de MF. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à écrire plus de Mhm. romances MM. En fait, honnêtement, je m'en suis cette spécialisation entre guillemets. Donc en fait, petit à petit, c'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai écrit plus de romances MM que de romances MF. Déjà parce que j'ai ma grosse saga Fucking Love, où mine de rien, ça fait deux ou trois tomes dans l'année, donc ça fait beaucoup. Mhm. Mais je trouve que dernièrement, j'ai été beaucoup plus inspirée par des thématiques LGBT que par des thématiques, je veux dire, de romances hétéro, même si je veux pas classer, j'aime pas dire Bien il se sûr. passe plus de choses là-dessus, tout, mais Mhm. je veux dire, les sujets dans le porno gay, tout ça, enfin, par exemple, j'ai parlé de thérapie de conversion. Mhm. Malheureusement, je veux dire, Mhm. euh, quand on est hétéro, et heureusement, je veux dire plutôt, on n'a pas affaire à ça. Donc, on Mhm. peut l'aborder que dans la littérature LGBT. Donc, il y a Totalement. des thématiques qu'on veut choisir qu'on est obligé d'insérer dans la littérature LGBT parce que quand on aimait le coming out, on fait pas son coming out hétéro. On devrait pas Mhm. faire de coming out LGBT non plus.
parce que c'est normal de s'aimer, tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mhm. Le podcast n'est pas sur mon militantisme, hein. Donc je vais me réfréner. Mais donc voilà, c'est vrai que petit à petit, je me suis spécialisée tout en aimant écrire des romances hétéros. Je trouve ça plus, comment dire, facile à écrire et reposant en tant qu'autrice d'écrire de la romance hétéro, même si j'essaie toujours de trouver des sujets un peu, comment j'aime dire ça, me compliquer la vie, un peu tordu pour rendre le challenge intéressant. Parce qu'en fait, je vois tous mes romans comme un challenge. Et c'est vrai que dans la littérature LGBT, en fait, je trouvais qu'il y avait des choses à dire, des sujets à exploiter, à mettre en lumière. Et ça m'inspire tout de suite. Je veux dire, je trouve qu'on peut parler de tout. Donc c'est important de lire de tout au final. Pourquoi on devrait avoir que des romans avec tel genre, telle thématique, tout ça, et pas celui-là. Donc, Parfaitement. Mais je trouve que l'auto-édition a énormément aidé pour les romances LGBT. Parce que malheureusement, en maison d'édition, encore aujourd'hui, alors il existe des collections, mais justement, c'est des collections spécialisées. Et c'est très fermé, je trouve encore. Bon, là, on parle d'LGBT, mais ça peut être aussi avec les personnes racisées, etc. Que ce soit sur les couvertures ou sur les romances qui nous sont proposées, c'est souvent deux blancs hétéros, point. Et c'est triste déjà, et on va pas se mentir, c'est fade. Parce qu'il y a tellement d'autres maisons qu'on pourrait explorer, et c'est pas encore assez fait dans l'édition entre guillemets traditionnelle. Oui, je trouve qu'on parle pas assez des minorités, enfin tout ce qu'on peut appeler minorités, tout ça. On reste un peu dans ce qui va se vendre le plus facilement. Alors que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un texte engagé. Je veux dire, là dernièrement, j'ai vu que De Saxus allait sortir un texte LGBT engagé, une sorte d'autobiographie avec l'auteur qui est gay, qui est noir, tout ça. Je veux dire, je trouve ça génial et magnifique de dire, ça y est, la révolution, entre guillemets, elle arrive. C'est dommage de parler de révolution parce que, après, c'est mon côté un peu humaniste et tout ça. Pour moi, tout le monde est d'égaux. On peut parler de tout. Je veux dire, tout le monde est sur le même. Au même niveau, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ce manque de diversité est dommage parce que moi aussi, de temps en temps, ça me lasse de voir toujours la même chose. Toujours les mêmes thématiques. Et c'est ça que je trouve ça important quand on est auteur, quand on a les moyens, quand on se sent, de se dire, moi, j'ai envie d'écrire là-dessus. C'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on peut pas en parler, même si, bon, les concernés en parlent forcément mieux. Je veux dire, on a beau faire toutes les recherches qu'on veut, des fois le vécu, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, à retranscrire tout ça. On peut essayer d'en parler, de se mettre en porte-parole, mais c'est jamais pareil. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, dernièrement j'ai écrit un livre avec un héros racisé et un héros transgenre. Mais moi, des fois, j'ai encore du mal avec les thématiques, donc excusez-moi si j'utilise des termes qui sont pas les bons, je m'éduque. Des fois, c'est pas parfait, mais n'hésitez pas à me reprendre si c'est pas le cas. Et je me suis rendu compte que c'était une galère monstrueuse pour trouver une couverture avec un homme noir, quoi. C'était... j'ai passé des heures et des heures. J'avais envie de pleurer, de me dire, mais je veux pas faire le deuil de ma couverture avec... mon personnage, il est comme ça. Je veux ma couverture comme ça. Et en fait, c'est les banques d'images aussi, c'est un CAF. C'est horrible. Et donc, c'est pour ça que je pense que petit à petit, c'est comme tout. On va y arriver. Et c'est en laissant la parole, en disant, en maison d'édition, on ne veut pas publier ça, c'est pas grave, j'ai l'auto-édition, je suis mon propre maître à bord et let's go, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, l'auto-édition a aidé énormément. Totalement. Je pense que tu soulèves un point super important. C'est pour ça que je vais enchaîner direct sur la question de ton engagement en fait dans le milieu associatif. Parce que tu fais partie... Alors je sais pas si tu vas me dire si tu as créé ou si tu fais partie de la Rainbow Team et de la Pink Team. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces teams et comment on peut t'aider avec ça? Alors en fait, la Pink Team et la Rainbow Team, c'est né d'une collaboration avec l'autrice Fleur Anna qui était ton invitée au premier podcast. Oui. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis toute seule. L'associatif, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et si on n'a pas du temps, c'est très très compliqué. En fait, Fleur, il y a quelques années, elle avait fait une tombola pour le cancer, pour lutter contre le cancer du sein et récolter des fonds. Et elle avait en fait démarché des auteurs et des maisons d'édition pour donner des livres et en fait faire une énorme tombola et un gagnant gagnait un lot. Je crois que c'était une centaine de livres. Et ça avait bien marché. Et l'année dernière, c'est ça, en 2019, avant le Covid, parce que malheureusement, on a lancé notre opération pendant le Covid, on s'est dit, ça serait bien de le faire pour la cause LGBT, et pour le refuge en particulier.
Parce qu'en fait, c'est né. Moi, en tant qu'autrice, je participais avec d'autres auteurs à un recueil qu'on faisait pour un salon. Tous les auteurs écrivaient une nouvelle et on reversait tous les bénéfices des ventes au refuge. Sauf que cette année-là, on n'avait pas pu le faire. Et moi, ça m'avait fait de la peine. Je m'étais dit, mais j'ai envie de faire mon petit truc pour le refuge. Et avec Fleur, on s'est dit, bah, on n'a qu'à faire la même chose ce que tu avais fait, en fait. Et on a lancé la Rainbow Team. Donc le nom, c'était Rainbow par rapport à l'arc-en-ciel, tout ça. Et la team, parce que c'était tous ensemble, quoi. Et du coup, on a lancé le projet. C'était énorme. Franchement, ça s'est passé pendant le Covid, mais je trouve que ça nous a montré que même quand on est dans la galère, pour une même cause, on peut tous se rassembler. Et c'est ce qui s'est passé, et ça a cartonné. On n'espérait pas faire autant. Je crois que de base, on était parti sur 2000 €. Et on s'était dit, si on les atteint, on est très contente. On a fini avec plus de 6000 €. Et ça a été ouf. Bien. C'était ouf. Donc, on s'est dit, vu qu'on a fait pour la Rainbow Team, on va faire pour aussi pour la lutte contre le cancer du sein, parce qu'on est tous concernés, hommes ou femmes, c'est pas que les femmes. Et du coup, on a décidé de faire le principe. Alors, la cagnotte est toujours en ligne, il y a un compte Instagram, tout ça. En ce moment, elle est un peu en off parce que j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais elle est ouverte jusqu'en octobre et il y a moyen de gagner une centaine de livres. Donc, je pense qu'il y aura 3 lots de 100 livres. D'accord, super. Je mettrai le lien, si tu veux, dans la description. Comme ça, au moins, les gens pourront aller voir et s'ils sont intéressés pour aider, de toute façon, quand c'est pour des associations. Et il y a des livres à la clé, donc c'est donnant-donnant, c'est parfait. C'est ça. Et surtout, il y a des auteurs qui nous envoient dédicacés. Enfin, je veux dire, il y a des fois des livres collector. Enfin, c'est ouf. Je me rappelle pour la Rainbow Team, désolée, hein, j'hésite toujours parce que Rainbow Team, des fois je me mélange. Ouais. Des auteurs à l'étranger qui ont participé en envoyant des livres dédicacés. Enfin, je veux dire, il y a eu un élan de solidarité, mais merveilleux. Et je trouve que c'est une belle expérience. J'étais très contente de la faire avec Fleur. Tout à l'heure, tu me parlais de ton roman Salvation, dont le premier tome vient de sortir. Et c'est donc un roman inspiré de l'univers Supernatural et notamment du couple d'Estiel, donc Dean et Castiel, qui n'est pas une fanfiction. je tiens à le préciser parce que tu l'as beaucoup précisé aussi. Donc je suis en train de le lire justement. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, peut-être de ton affection pour la série, mais comment t'es venue l'idée et à quel moment... Bon, forcément, quand on le lit, on voit que ce n'est pas la même chose, notamment par rapport au duo, ce genre de choses, mais comment tu es passée de la série à ton histoire originale? Quelle est la coupure? Alors en fait, je pourrais reprendre l'exemple comme quand on a regardé la série Sons of Anarchy. Beaucoup d'auteurs qui ont écrit des romans Samsi ont vu Sons of Anarchy et ont dit putain, il y a un truc à faire avec les romans Samsi, je vais créer mon propre bouquin. Pour Salvation, c'est la même chose. Quand j'ai découvert la série, alors je suis pas une fan de la première heure, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je l'ai découvert que pendant le premier confinement. Ah oui, je veux dire, quand tu t'es tapé 15 saisons en un an, quoi. En un an, je me suis tapé 15 saisons, et pour la petite anecdote, je me suis tapé 13 saisons en 2 mois. Wow. J'étais devenue, c'était pendant le confinement, hein, je travaillais, je matais Supernatural. Ça a été le meilleur mois de ma vie parce que j'ai écrit 100 000 mots tout en matant Supernatural. Ah oui, quand même, ouais. Effectivement, donc la productivité au top, quoi. Au top. Et en fait, quand j'ai découvert cette série, j'ai trouvé que c'était un univers qui n'était pas forcément exploité en romance et qui avait du potentiel. Dans le sens où, quand je parle de potentiel, c'est que on parle là d'un combat entre le bien et le mal, les anges et les démons, et tout ce qui est apparenté aux chasseurs, aux mythologies. Je veux dire, il y en a plein qui l'ont exploité à leur façon, donc moi je me suis dit, l'univers me plaît, j'ai envie aussi de l'exploiter à ma façon. Comme les MC, tout ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on écrit la même chose qu'un projet déjà existant qu'on le plagie ou qu'on le copie ou que c'est de la fanfiction. Ça, les gens ont beaucoup de mal. Et je l'ai vu avec Salvation où tout de suite c'est parti, c'est du plagiat, c'est de la fanfiction. Ça a été très dur pour moi de le vivre parce que je me suis dit, c'est un bébé que j'avais vraiment envie de sortir, ça me paraissait important. Il était cher à mon cœur et ça a été très douloureux en tant qu'auteur d'avoir ce post-it de plagiat collé alors que franchement j'ai bossé comme une dératée pour pas que ça soit justement dit que ça soit du plagiat et que des gens qui ne prennent même pas la peine de lire, qui se fient au point qu'ils veulent voir, ne retiennent que ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. À tel point que tu as dû changer la couverture.
Oui, à tel point j'ai changé la couverture. Ouais. Bon, moi j'ai pas fini la série encore, il faudrait que je m'y remette. J'avais commencé il y a bien bien longtemps, quand les épisodes faisaient peur. Parce qu'après je trouve qu'au fur et à mesure des années ils faisaient moins peur, mais du coup au début c'était vachement flippant Oh oui. les histoires. Et c'est vrai que du coup bah, quand j'ai vu la couverture, bah, direct j'ai pensé à Dean et Castiel, mais je me suis pas dit c'est de la fanfiction ou c'est du plagiat. On sentait l'inspiration. Euh, mais j'ai trouvé bon, les deux couvertures sont magnifiques, hein, l'illustrateur a fait un boulot enfin, C'est gentil. j'adore vraiment, mais j'ai trouvé ça tellement dommage que tu sois forcé de changer la couverture parce que des gens n'ont pas fait l'effort de se renseigner et t'ont attaqué dessus. C'est ça, j'ai trouvé ça très dommage. Bah, c'est surtout que même si c'était de la fanfiction et que tu changeais juste les noms, ce qui n'est pas le cas, ça existe. Il y a énormément de romans qui font ça. Bon, bah, pour n'en citer que quelques-uns, bah, déjà 50 nuances degrés de base, c'était une fanfiction Twilight. Oui. Et ça gêne personne. Oui, c'est ça, c'est juste, je pense que moi je suis honnête, je voulais pas le cacher. Pour moi, j'avais rien à cacher, je veux dire, j'avais été inspirée de Sons of Anarchy pour écrire Blood Alliance avec Marie. J'ai regardé Supernatural, j'avais envie d'écrire ma romance entre un ange et un chasseur. Je voyais pas où il y avait le problème, où était la polémie, tout ça. Et j'ai été très blessée que des gens le lisent en disant ah, regardez, c'est ça les ressemblances qui n'ont. En fait, certaines personnes, quand je peux lire certains retours, tout ça, on a le droit de pas aimer. Moi, j'ai jamais censuré les retours, tout ça. Mais je veux dire, faire des chroniques à charge pour lire, pour trouver tous les points communs, enfin, je trouve ça. Moi, je peux faire ça avec n'importe quel roman. J'en prends 10 et je note tous les points communs qu'ils ont entre eux. Mais bien sûr. C'est ça. Donc après, bon, chacun son avis, je veux dire, on a le droit de pas être d'accord là-dessus. Si certains veulent penser que j'ai plagié, bon, bah, je pourrais pas les faire changer d'avis, hein. Juste, les mots ont une définition. Et c'est vrai que quand on est auteur et qu'on se met, enfin, je veux dire, qu'on se prend le mot plagiat, c'est le truc qui est plus violent. Je souhaite ça à personne. Forcément. Surtout que bon, après, je l'ai mal encaissé sur le coup, parce que je me suis sentie attaquée, tout ça, mais maintenant, je relativise. Je me dis, bon, bah, chacun a le droit de penser comme il veut, on est dans un pays libre, je me détache aussi de ça, et ça n'arrive pas à mon plaisir, je veux dire, ma mère est en train de regarder Supernatural, et quand je m'assois, je suis toujours là en train de me dire, oh, c'est tellement bien, vivement la suite, tout ça, enfin bref, je suis désolée d'avoir abordé le sujet peu douloureux du plagiat. Non, tu fais bien, et bah, par rapport aux avis, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Bah, bon, quand on est auteur et lecteur, on s'en rend peut-être plus compte, mais les gens oublient parfois qu'il y a quelqu'un en fait derrière le livre. Il y a quelqu'un qui l'a écrit, et on a le droit de pas aimer un roman, et c'est pas un problème. Les critiques, pour moi, peuvent être toujours constructives, hein, c'est pas le souci, et au contraire on peut s'améliorer, mais quand tout de suite c'est une sorte de vendetta personnelle et qu'on vient de taper sur l'auteur et pas sur le roman, c'est autre chose pour moi, et déjà c'est triste. Et bon, après il y a peut-être la solution de ne pas lire les avis, mais on peut aussi du coup rater des bonnes surprises ou des choses qui peuvent nous remonter le moral. Je pense que beaucoup de gens oublient, enfin, je pars du principe, les gens qui sont venus attaquer Salvation pour X raisons, je suis pas sûre s'ils t'avaient croisé en salon, je ne pense pas qu'ils seraient venus te le dire en face, tu vois. Ou alors faut être un peu, on sait pas, il y a peut-être des gens, mais c'est vrai que je pars du principe, des fois je suis remontée contre un livre ou un film, et je me dis, bon ok, t'as pas aimé ça, mais est-ce que tu irais dire à cette personne en face ce que tu penses ? Ça, peut-être, c'est un peu trop fort, tu vois. Donc, tu peux dire que t'as pas aimé quelque chose, mais non, je dirais pas cracher à la figure de quelqu'un. Et les gens, peut-être, prennent un peu trop de liberté quand ils sont derrière un écran. C'est ça, même si je suis pour toujours la liberté d'expression, Totalement. mais comme je disais, liberté de parler, mais pas liberté de blesser, quoi. Je veux dire, c'est juste dommage, et je pense que ça, en tant qu'auteur, on apprend à se blinder. Je pensais qu'après presque 10 ans, j'étais blindée. Ouais. Et en fait, là-dessus, ça m'a touché, mais bon. J'ai trouvé les solutions pour moi, m'apporter de la tranquillité pour pas avoir à chaque fois la boule au ventre, parce que j'en étais arrivée au point où je voulais dépublier mon livre, hein. Ouais. Un livre que j'avais tellement aimé et tout ça, juste pour ça. Alors c'était bête, mais voilà. Et surtout que c'était dommage, enfin, c'est des dommages. Totalement. Heureusement, j'ai été bien entourée, on m'a dit non, le fais pas, tout ça, j'ai serré les dents. Mais c'est sûr que j'aurais toujours un peu de crainte à la sortie du prochain tome de me dire, est-ce que ça va recommencer ? Ouais, forcément. Ce qui est dommage, parce que quand on lit, on se dit, bon oui, elle a prêté
traiter du sujet des anges et des chasseurs, du Oui, paranormal, mais bon, mais c'est comme ça, tout, après, quoi. ça relance un petit peu le débat, entre guillemets, enfin pour moi, c'en est pas, mais de l'inspiration, parce que en tant qu'auteur, enfin en tant Exactement. que créatif, on est inspiré par tout, mais c'est le cas pour plein de choses. Enfin, à ce compte-là, tu peux plus rien écrire. Tu dis, bon, bah si c'est du vampire, c'est forcément Vampire Diaries ou Twilight. C'est sans fin. Hum, Sans fin. Donc après, comme je disais, j'en discutais avec ma co-auteure et tout ça, je veux dire, s'il y en a qui veulent trouver des ressemblances et qui sentent que c'est une fanfiction, bah, c'est leur droit, je vais hum, pas... J'ai jamais censuré un seul avis. hum. Mais c'est sûr que, par contre, quand on m'attaque de plagiat, là, c'est ma seule limite. Ouais, non, non, je comprends. Ou là, ça passe pas. Hum, Mais bon, sinon, ça n'empêche que... Je trouve que, comme tu disais, les auteurs peuvent inspirer de tout et des fois, ça fait des merveilleux bouquins. Surtout quand on aime quelque chose qui nous a inspiré, ça se ressent quand que l'auteur a pris son pied à l'écrire, qu'il totalement. a pris du plaisir et Hum, voilà. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Malgré cette petite péripétie, ça a été 2 mois de ma vie très très intense à l'écrire, tout ça, à préparer. Je veux dire, je me suis rarement tant fait plaisir pour la couve, pour les illustrations, pour les hum, box et tout. Ça a été un vrai plaisir et j'espère que ceux qui le liront l'aimeront. hum. On n'a le droit de pas l'aimer aussi, mais bon, si vous l'aimez, c'est bien aussi. Et l'important, c'est de passer un bon moment. Hum. Et je veux te demander aussi parce que du coup le nom de famille de ton duo donc alors dis-moi si je le prononce mal. Est-ce que c'est Declan ou Declan? Declan, ouais. Declan et donc Grace. Leur nom de famille c'est Blackwood et tu parles aussi de Marie Laveau de Vaudou etc. Est-ce que c'est un petit clin d'œil aux nouvelles aventures de Sabrina? Alors, franchement, non, j'ai pas C'est regardé. vrai, c'est vrai, c'est trop Vraiment, fou. pas du tout. Mais il y a un mec qui s'appelle Blackwood dans. Ouais, et en fait, donc c'est une histoire de sorcière et il y a un grand prêtre, entre guillemets, euh, enfin, le chef, on va dire, de ce clan de sorcières qui s'appelle Blackwood. Et dans la dernière saison, il parle de Marie Laveau, bon, qui est une figure du vaudou très très Ouais. connue. Hein. Donc dès qu'on parle forcément de vaudou de Louisiane, mais du coup, comme il y a eu ces deux petites choses, je me suis dit, ah, c'est peut-être un clin d'œil très léger, tu sais, pour les gens qui Oui, oui. connaissent la série, etc. Parce que moi, ça m'arrive des fois, quand j'aime trop un nom de famille d'une série ou quoi, je fais bon, je le note, ça pourra me servir pour plus tard ou quoi. Je fais pareil. C'est comme les gens que j'aime pas, je les mets en méchant ou je les tue. Mais ça, beaucoup de auteurs le font. Vous vous en rendez Oui. pas compte, mais. Mais ah bah tu vois, tu m'intrigues. Je sais pas quoi regarder. Je vais peut-être regarder Bon, les bah. nouvelles aventures de Sabrina. Bah, tu vois, bah, c'est un truc tout bête, mais encore une fois, ça prouve un petit peu ce qu'on disait. J'ai regardé cette série, toi, c'est pas le cas, et pourtant, j'ai pu trouver deux. Pour moi, c'est pas une inspiration, c'est un clin d'œil, parce qu'un nom de famille, voilà. Donc, comme quoi, on peut vraiment trouver des ressemblances, entre guillemets, avec des choses que tu n'as même pas lues ou que tu n'as même pas vues. C'est ça. Mais ouais, non, non. Ça me. Merci pour ma nouvelle idée. J'avais plus rien à mater. Bah, voilà, bah, tu me diras ce que t'en penses. Ça marche. Alors, je voudrais passer un petit peu à la partie conseil, puisque bah, voilà, tu écris depuis presque une dizaine d'années. Donc, ça serait quoi ton conseil pour les gens qui veulent se lancer, soit dans l'écriture, mais également dans l'auto-édition? Alors, je dirais qu'il faut s'amuser, prendre plaisir, ne pas trop se mettre la pression, écrire pour soi avant d'écrire pour les autres, et surtout écrire pour ne pas correspondre à la mode. Si on n'en a pas envie, parce que si on a envie d'écrire sur les bikers et que ça nous fait plaisir, il faut le faire. Mais pas dans un but intéressé. Je trouve ça dommage, ça se ressent vite. Et je trouve que même en tant qu'auteur, ça doit être horrible d'écrire par contrainte. Et puis surtout, je dirais que il faut rester soi-même, unique et sincère, et de s'entourer. D'accord, C'est vraiment les conseils essentiels. parfait. Tu as commencé donc en auto-édition, mais comme tu l'as dit, tu es aussi publié avec Marie en maison d'édition. Alors il me semble, j'ai lu, il y a Milady, il y en a peut-être d'autres. Pourquoi vous avez fait ce choix pour peut-être ces romans en particulier? Ou alors est-ce qu'on vous a approché? Enfin, pour toi, quelle est la différence d'expérience entre l'auto-édition et l'édition entre guillemets traditionnelle? Alors, elle est vraiment, enfin, elle est autant différente que complémentaire. Mhm. Parce que quand on est en auto-édition, on fait tout seul de A à Z ou avec des collaborateurs qu'on choisit. Tandis qu'en maison d'édition, on a des éditeurs, il y a des correcteurs, enfin je veux dire, on a aussi des correcteurs et tout ça en auto-édition, mais on n'a pas de lien avec eux, c'est des gens qui corrigent nos textes, ils nous les renvoient, enfin... Puis il y a tout un processus différent de l'auto-édition, je veux dire, on n'a pas la main sur ce qui va se passer à partir du moment où on signe.
Mais en même temps, ça nous ouvre des portes qu'en auto-édition, on ne peut pas avoir. Par exemple, je veux dire, être en librairie, c'est très compliqué aujourd'hui en auto-édition d'être en librairie ou d'être dans le grand circuit. C'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, je trouve que tester les deux au moins une fois, c'est très intéressant. Nous, pour la petite histoire, on a été publié 3 fois en maison d'édition avec des romans. Et c'était 3 rééditions. Donc des romans qui étaient déjà parus en auto-édition. On n'a jamais signé d'exclusivité en maison d'édition. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le premier, on a répondu à un appel à texte que Milady faisait pour sa nouvelle collection qui s'appelait Emma. Et c'était un livre MM, donc on s'est dit, il cherchait de la littérature MM, bon, on a envoyé une note, et bingo, ça l'a fait. Donc on a découvert ce que c'était publié en maison d'édition avec une éditrice, le travail éditorial, tout ça. Et je pense que cette expérience nous a permis aussi en auto-édition de se professionnaliser encore plus. Parce qu'on a découvert une façon de travailler différente. Je veux dire, depuis qu'on bosse en maison d'édition, on travaille en mode révision sur Word. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on voit tout. Enfin, on voit si on supprime, ça se voit. On sait qui le supprime, qui rajoute. Ça change la vie, le mode révision. Donc ouais, ça nous a vraiment aidé dans l'auto-édition. Et ça nous a ouvert aussi les portes de certains salons. Je veux dire, même si aujourd'hui on peut faire le salon du livre de Paris, donc Livre Paris, en tant qu'auto-édité, il y a 5 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Et on pouvait signer, entre guillemets, à Livre Paris que si on était chez une maison d'édition. Donc nous, ça nous a permis de vivre des expériences fantastiques. Et ça nous a permis aussi d'avancer dans notre processus en auto-édition. Moi, je fais partie de celles qui ne pensent pas que signer en maison d'édition, c'est mieux qu'en auto-édition. Pas du tout. Hein. Je trouve que l'un complète l'autre. On ne signe pas en maison d'édition et on ne va pas en auto-édition pour les mêmes raisons, ni par dépit. Enfin, chacun fait comme il veut. Très important. Quand on est fan de... Ouais, très important parce que beaucoup pensent que l'auto-édition, c'est un deuxième choix. Et vu qu'on n'a pas été publié dans des grandes maisons d'édition... Enfin, on n'a pas besoin d'être chez un éditeur pour être connu en tant qu'auteur. S'il y en a qui veulent être publiés... Moi aussi, j'étais publiée et je publie encore des recueils de nouvelles. Je suis très contente de ce processus-là. Mais je suis très heureuse aussi d'être libre, entre guillemets. Je veux dire, en auto-édition, on fait ce qu'on veut. Et quand on a beaucoup de mal avec les contraintes, genre par exemple quand on nous impose une couverture ou un titre qui ne nous plaît pas, je trouve ça très très dur. Et pour l'avoir vécu pour la sortie de La liberté de t'aimer, chez J'ai lu, je le souhaite ça à personne. Vraiment. Parce que c'est très dur de voir son bébé nous échapper et dire mais moi je suis pas d'accord et c'est comme ça. Heureusement, tous les éditeurs ne sont pas comme ça. Je tiens à le dire. Notre éditrice Pauline chez J'ai lu, elle est fantastique. Et voilà, je trouve que ça complète très très bien. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de faire des rééditions parce qu'en fait, les autres, on a été démarchés, je crois que c'est ça le terme, pour les 2 autres bouquins. On n'a pas cherché en fait à être publiés. C'est pour ça que ça s'est fait et ça nous a apporté un plus. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Je sais pas si j'ai répondu correctement à la non, question. si, parfaitement, t'inquiète pas. Et je voulais revenir sur, parce que tu parlais du Salon Livre Paris. Donc justement, malheureusement tout ça n'est pas d'actualité en ce moment. Oh oui. Mais quelle est ton expérience des salons littéraires? Donc bon, en édition traditionnelle et maintenant, comme tu le dis, c'est de plus en plus possible en tant qu'auto-édité. Donc comment, en tant qu'auto-édité, comment ça se passe pour l'inscription et comment est-ce que tu vis ça différemment? Alors oui, franchement, pour avoir testé les deux, c'est 2 choses différentes. Même si le but est le même, on rencontre le lecteur et c'est un moment merveilleux. Quand on est en auto-édition, c'est comme quand on écrit et qu'on publie son bouquin. On fait tout de A à Z. Donc c'est-à-dire qu'on doit gérer les stocks, les commandes, on investit dans la table, tout ça. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est pour ça qu'on peut pas en faire non plus 50 et des fois c'est un peu risqué, on le sent pas trop parce que on n'a pas derrière un éditeur qui pourra encaisser, je veux dire, si ça foire ou pas. Bon. De ce que j'en ai entendu, très peu, par exemple quand ils font Livre Paris en auto-édition, ne s'en sortent pas. Enfin, je veux dire, souvent c'est une super expérience, même si ça demande énormément de boulot. Donc c'est vrai que quand on est auto-édition et qu'on décide de faire un salon, il y a une charge de travail supplémentaire qu'on n'a pas quand on vient juste signer à la table. Mais en même temps, ça nous permet de faire des trucs mais incroyables. Je veux dire, quand on a fait la Rare de Paris, je suis pas sûre qu'on aurait pu la faire en tant que signé en maison d'édition. Même si certains l'ont fait, nous on n'était pas sûrs de pouvoir le faire comme ça. Et ça nous a permis de faire de faire comme on avait envie, quoi. Et c'était une expérience mais juste fabuleuse. Si vous n'avez pas fait la Rare de Paris, n'importe quelle Rare, faites-le. Franchement, c'est intense comme journée, mais vous êtes avec des amoureux du livre, des auteurs que vous verrez peut-être jamais autre part.
Et c'est fantastique. C'est une de mes plus belles expériences en tant qu'auto-édité. Et en tant que auteur signé en maison d'édition, Livre Paris, je pense que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Si vous avez la chance de signer à une table à Livre Paris, c'est... Alors ça fout la pression, hein, parce qu'on se dit, il va y avoir personne, il va y avoir du monde, mais chez les autres, enfin, c'est un peu stressant. Mais c'est un moment où... c'est pas comme une concrétisation, mais pour nous, on se dit, waouh, quoi. Je pourrais dire que dans ma carrière d'auteur, j'ai signé au moins une fois Livre Paris. L'événement littéraire français par excellence. Et c'est reposant, parce qu'en fait, on a juste à venir avec des marque-pages, quoi. Oui, donc c'est pas du tout la même ambiance, certes, mais le même travail en amont, quoi. C'est ça. Sachant que tout est un plaisir, je veux dire. Je sais, avec Marie, on adore préparer nos salons. C'est intense. Sur le coup, on est très fatigué, on se dit on va jamais s'en sortir. Mais quand on finit le salon, on se dit ça valait trop le coup. Et j'ai très hâte de retourner en salon. J'imagine. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous aviez certains de vos romans traduits. Alors, pareil, tu me dis si je me trompe, j'ai vu en italien, mais il y en a peut-être en anglais. Donc déjà, pourquoi le choix de ces langues et pourquoi certains romans, pas d'autres? Comment vous est venue en fait l'idée de traduire certains de vos romans? Alors en fait, pour le coup, l'italien, parce que nos romans sont traduits qu'en italien, on aimerait un jour les traduire en anglais. Mais en fait, traduire en anglais, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, personnellement, je me sens pas parce que je trouve le marché anglophone saturé. Et quand on est français, se démarquer, ça paraissait compliqué. Mais on l'avait en projet et peut-être qu'un jour ça se fera. Je veux dire, il faut jamais dire jamais. Mais pour l'italien, en tout cas, ça s'est fait vraiment. On l'avait pas prévu. Hein. En fait, c'est l'éditrice italienne qui avait lu. C'était lequel le premier Je crois que c'est La Liberté de t'aimer. Oui, c'est ça qui est sorti en premier. Et en fait, elle nous a fait un message Facebook. Au début, je pensais que c'était un prank. Quelqu'un qui m'écrit en anglais, qui dit qu'il est italien. Enfin, je trouvais ça bizarre. Et en fait, oui, c'était une vraie maison d'édition et elle voulait savoir si on acceptait d'être traduit en italien avec un contrat et tout ça. Donc nous, vu que c'est un marché, je veux dire, qu'on pensait pas avoir un jour, on a dit oui. Ça fait un plus, je veux dire, c'est une expérience et tout ça. Donc on a dit oui et c'est une maison d'édition en fait. On a signé un contrat pour traduire. Et on est à 3 romans. Oui, c'est ça. 4. Le 4e va sortir cette année. Donc c'est chouette parce qu'on a pu faire un salon en Italie. Bah oui, donc du coup, ça c'est des romans qui étaient en édition traditionnelle en France et du coup qui ont été traduits par une maison d'édition en Italie, c'est ça? En fait, ils étaient en auto-édition, c'est qu'on n'avait pas eu à négocier avec une maison. Ah, c'est bien ça. Le seul souci... Ouais, c'est vraiment... ça s'est fait entre auto-édité et maison d'édition italienne. Ils sont venus... et quand on suit Quickshot Editioni, on voit très bien qu'ils aiment bien collaborer avec des auteurs en auto-édition française. C'est sûr que ça va être plus simple pour les contrats. Ouais. Et puis vous, ça fait moins d'intermédiaires aussi par rapport aux droits d'auteur, ce genre de choses. C'est ça. Et c'est vrai que je pense pas que un livre placé dans une grande maison d'édition ou dans une maison d'édition lambda, je pense que ça peut être plus compliqué à faire traduire à l'étranger avec, comme tu dis, toutes les conditions, tous les droits, tout ça. Là, je veux dire, c'est un contrat entre 2 personnes. Ouais, parfaitement. Bah écoute, super. Pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, franchement, c'était génial. Et si un jour tu as besoin qu'on aborde d'autres sujets et que tu as besoin d'un auteur, ça sera avec plaisir. Bah moi, je suis super contente. Bah oui, qui sait, on pourra faire un 2e round avec des nouveaux romans, des nouveaux sujets, ce genre de choses. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Je trouve ça vraiment fantastique. Merci beaucoup, Amélie, du coup. Puis merci à toi, parce que c'est un podcast... j'adore écouter des podcasts et je trouvais qu'en littérature, il n'y en avait pas. Et donc merci à toi vraiment de faire ce podcast, parce que c'est un vrai plaisir à écouter. Ah, tu me fais super plaisir. Mais il faut le dire. Merci. Merci encore une fois à Amélie pour cette entrevue, c'était vraiment sympathique de pouvoir parler de tout et de rien, de sujets engagés comme plus légers, avec nos séries préférées. J'espère que vous avez apprécié l'interview, n'hésitez pas si vous avez des questions, et vous pouvez retrouver la cagnotte Pink Team en description sur les réseaux sociaux d'Amélie. Sur une autre thématique, je prépare la réédition de ma trilogie
jeunesse fantastique Lionheart pour cet été. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique ou en message privé car le tome 1 est à tout petit prix ce mois-ci et je fais parfois des petites promos flash qui pourraient vous intéresser avant donc la réédition du tome 1 et enchaîner avec les tomes 2 et 3 pour cet été. Encore une fois, merci d'être là pour ce 3e mois. J'ai déjà hâte de vous revoir en juillet pour un nouvel épisode. On se retrouve en attendant en newsletter ou sur les réseaux sociaux. À très vite les sœurs-sauteurs. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.